Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Pierre Colosé, président de l'Obsar, je suis très très heureux au nom de toute l'équipe de l'Obsar, du conseil d'administration, du bureau, de toute l'équipe et de toutes celles et ceux qui ont travaillé pour que cette soirée existe, de vous accueillir dans ce lieu sympathique. Je crois que vous avez l'air de l'apprécier. Sur deux niveaux, et tous les deux niveaux sont tout aussi appréciables. On ne va pas être très long sur les petits mots parce qu'on sent bien que le but, d'ailleurs c'est le but de la soirée, c'est de célébrer nos 15 ans. On ne les fait pas, c'est vrai, mais aussi de vous permettre d'échanger, de parler. Enfin, c'est tout le but de l'Obsar, vous le savez, c'est une communauté de personnes, de femmes et d'hommes qui sont engagés et qui aiment bien échanger, qui aiment bien parler, qui aiment bien progresser ensemble. Et je suis donc très heureux qu'on ait l'opportunité de le faire et de vous réunir tous autour de ce sujet-là, de nos 15 ans de l'Obsar. On va quand même remonter un tout petit peu dans le temps. Et là, les gens s'inquiètent. Mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps, puisque 15 ans, ça veut dire qu'on a commencé en... Personne ne suit avec plaisir de faire un discours comme ça, parce que... Bon, il faut vous réhydrater un petit peu, parce que ça va pas être facile, sinon. En 2010, en fait, on a commencé en 2009, donc, mais l'association a été réellement créée en 2010. En 2009, il y a quelques fous furieux qui ne sont malheureusement pas tous là, qui se sont réunis. Donc, je vais citer ceux qui ne sont pas là, Guy Zimat-Mirin et Gérard Bueno, qui malheureusement n'ont pas pu être là ce soir, mais je vais citer aussi ceux qui sont là, Jacques Schramm, Jacques Ouétu, tu es là, et puis assez rapidement Alain Châtenay qui est là aussi. On s'est réunis, et pourquoi en 2009 on s'est réunis? C'est Stéphanie qui m'a posé la question tout à l'heure, qui m'a dit mais pourquoi il s'est passé tant de trucs en 2009-2010? Et effectivement, quand on regarde, il y a eu, pour ce qui me concerne d'ailleurs, la création de la médiation, c'est 2009-2010, la charte relations fournisseurs achats responsables, c'est 2009-2010, pacte PME, c'est 2010, et l'observatoire. Et l'observatoire, tout ça, en fait, c'est pour une raison très simple, on sortait d'une crise, la précédente. On y reviendra peut-être, mais celle qu'on vient de vivre, la crise du Covid, je pense a aussi fait bouger les choses, a agité beaucoup de nos valeurs, beaucoup de nos sujets et a amené beaucoup de choses. La crise de 2008 aussi. Quand on s'est retrouvé en 2009-2010 en sortie de crise avec des entreprises en difficulté, avec nos valeurs un peu chamboulées, on s'est dit il y a peut-être des choses à faire tous ensemble. Et donc les 4-5 faux furieux dont je vous parlais tout à l'heure se sont dit il y a cette crise qui vient de nous traverser, il y a la RSE qui est en train de monter, c'était un petit peu un truc bizarre quand même, quand on parlait RSE à l'époque on regardait bizarrement, mais quand même. Peut-être qu'on peut faire un truc au croisement de achat, RSE, sortie de crise, et donc on s'est dit avant d'aller trop loin, on va regarder l'appétence de notre monde, du monde des achats. Moi j'étais président de la CEDAF à l'époque, pour ceux qui ont connu aussi, c'est pareil, les anciens combattants là. Donc le Conseil national des achats aujourd'hui, comme vous le savez, Gérard Bueno venait des achats publics, il était dans l'ancêtre de la direction des achats d'État, je crois qu'il y a des gens de la DAE qui sont là ce soir, en charge des achats responsables, enfin de la RSE, comme on disait à l'époque, d'avoir Rémi qui a bien connu ça aussi quelque part. Et donc on s'est dit, on va déjà mesurer. Et donc on a créé ce premier, je ne sais même pas s'il s'appelait baromètre à l'époque. Si Alain, il s'appelait baromètre, ce premier baromètre, heureusement que j'ai Alain parce qu'il me rappelle des trucs. Et donc on a trouvé un organisme qui a bien voulu nous aider, OpinionWay à l'époque, et on a travaillé avec eux. On a eu, j'ai Maison qui sèche là, 150 réponses je crois à l'époque déjà. 150 réponses, et donc on a eu notre premier baromètre en 2009, et donc on a fait un événement tout début 2010, le 25 janvier, quelle mémoire, à la salle de la Mutualité. Est-ce qu'il y en a qui étaient là à la Mutualité en 2010? Toi, je sais que tu étais là, mais Pierre, tu étais là aussi? Non? Jacques? Bon, Annie? Ouais, Annie était là. Et donc, on a fait une première présentation de cet état des lieux, 200 personnes. On s'est dit, ouais, quand même pas mal. Le sujet intéresse, ça prend, notre baromètre, c'est pas si mal. Et donc, on s'est réunis, une fois encore autour d'un verre, une petite bouffe, tout ça, n'est-ce pas, Jacques, Alain? Et on s'est dit, si on allait plus loin. Et si on allait plus loin, ça a été de dire, si on créait une association
qui notamment porterait ce baromètre, mais porterait nos valeurs, porterait nos travaux, porterait cet enthousiasme qu'on avait senti à la première livraison, si je peux le dire comme ça, du baromètre et au premier événement qu'on a fait à la Mutualité. Et c'est comme ça que le 8 juillet 2010, là aussi admirez ma mémoire, nous avons créé l'Observatoire des achats responsables, association loi 1901, dont nous fêtons donc les 15 ans, quasiment jour pour jour, ce soir. Et c'est un plaisir de vous voir et de voir que cette association a pris quand même une ampleur assez considérable. On va revenir sur la suite, mais c'est pas moi qui vais y revenir, je vais laisser faire mes petits camarades. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais quand même que Alain et Jacques, peut-être vous qui étiez là dans les premiers moments, partagiez comme ça de manière impromptue un petit mot, si ça vous dit. Alain, Jacques. Bonjour à tout le monde, ça me fait très plaisir d'être là. Je vais parler de l'étincelle et de l'allumage, puisqu'on parle de l'origine de l'Observatoire. L'étincelle, pour moi, ça a été en 2000. Je venais de créer mon tout petit cabinet. On était 3 à l'époque, on est 150 aujourd'hui. Mais à l'époque, ce qui a tout déclenché en moi sur ce sujet, c'est une rencontre avec un jeune acheteur très sympathique et qui m'a dit, écoutez, monsieur Schramm, ça va pas du tout. Vous faites 100% de votre activité chez nous, qui est une grande entreprise. Et je lui ai dit, c'est normal, monsieur l'acheteur, vous êtes mon premier client. Et je vous promets, quand j'en aurai un deuxième, vous ne ferez plus que 50%. Et en fait, c'était depuis ce moment-là, je me suis dit, et d'autres événements aussi, je me suis dit, il faut absolument changer ce monde des achats et des acheteurs. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'était important qu'une petite entreprise, de petits fournisseurs comme nous, se mêlent de ce qui ne regardait pas, c'est-à-dire de vouloir aussi un peu changer le monde des acheteurs, quelque part. Et j'ai cherché pendant 9 ans. Je n'ai pas trouvé ce que je pouvais faire. Et j'ai fini par croiser Alain, ici présent, qui va me rejoindre là. Ah oui. Qui connaissait le monde des achats. On a cherché avec Alain ce qu'on pouvait faire. On s'est dit quand même, on ne sait pas trop. Mais on va commencer par tenter de faire quelque chose avec des gens, des jeunes personnes impliquées dans les achats. Pierre Pelouzet dans le monde du réseau des acheteurs privés. Gérard Bruno dans celui du monde des acheteurs publics. Et puis, je me suis dit quand même, moi je suis quand même un peu tout petit, je suis passé du stade de TPE à petite PME. Je vais m'allier, on va s'allier avec un copain, Easy Matmirin, donc le cabinet Mazar, qui est représenté ici. Donc à 4, en fait, on s'est dit on va faire quelque chose. Quoi? La réponse c'était un colloque, où on a tenté de rassembler les acheteurs privés, les acheteurs publics. Ça a été un énorme succès. Et les gens nous ont dit c'est génial, jamais on se croise entre acheteurs privés et publics. Donc s'il vous plaît, continuez. Voilà. Là, je m'arrête là et je laisse Alain continuer. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, c'est une longue histoire parce que je vais pas remonter depuis le début des achats. Parce que Pierre, je connais, je dirais peut-être presque depuis 30 ou 40 ans. Donc, c'est à l'école maternelle ensemble. Et donc, à un moment donné, j'ai effectivement rencontré des gens et je me suis dit pourquoi pas, public privé, même combat. Donc il faut se fédérer ensemble, c'est vrai. Avec Jacques, on s'est dit qu'il faut monter quelque chose. Je rappelle quand même que ce qui a été créé, c'est pas une association, c'est un think tank. Donc c'est pas ce qui fait qu'on a débouché tout de suite à dire il faut à la fois un baromètre et aussi un lieu pour pouvoir échanger public privé au même combat pour affronter toutes les évolutions de l'évolution de la fonction achat, qui au début donc était assez quand même cost-killing avec la localisation, et on s'est dit il faut mettre un petit peu de lien pour s'améliorer. Alors donc on a créé un petit bureau, je rappelle qu'il était à Porte de Clichy, où il y a maintenant le ministère, et on était au sein de plein d'associations autour de la RSE. L'anecdote bleue, c'est qu'en avril 2008, moi j'ai créé ma société qui s'appelle CARS, qui veut dire quoi? Comment améliorer la RSE, conseil pour acheter de la RSE. Donc aujourd'hui, je suis très heureux, donc maintenant 15 ans c'est de l'adolescence, on sait qu'avec la nouvelle génération tout va très vite aujourd'hui, et que de plus en plus maintenant il faudrait être ensemble pour pouvoir disons, avancer et aussi améliorer les relations. Voilà ce que je dirais. Merci Alain. Mesdames et messieurs. Alors pour la suite
a déjà largement dévoilé le premier baromètre élu en 2010, hein, à la Maison de la Mutualité. Je ne vais pas vous raconter tous les baromètres, mais je vais vous raconter les événements marquants. Après, il y en a un qui m'a marqué. C'est en 2012, on a fait un colloque mémorable à l'école militaire. Donc là, il y avait 450 répondants, 650 présents. Et on avait une vidéo de Michel Barnier, qui était commissaire européen à l'époque. Après, on était logé boulevard du Douaumont, dans le 17e, donc on a fait un peu nos réunions là-bas. On a présenté 2020, c'était les 10 ans. Et en 2021, on a repris un peu la main sur le baromètre parce qu'on travaille avec OpinionWay et ça coûtait cher. Voilà. Et on a repris la main dessus. Et puis en 2024, on a décidé, enfin en tout cas, les répondants nous ont dit tous les ans c'est trop rapide, c'est fréquent. Et on a décidé de le faire tous les 18 mois. Donc la prochaine édition du 14e baromètre, je crois, ou du 15e baromètre, c'est plutôt en 2026. 16e baromètre. On a commencé avant, donc... 16e, d'accord. Mais en parallèle, on avait décidé de faire des mini-baromètres. On n'a pas le droit de les appeler comme ça, mais c'est quand même ce qu'on a utilisé dans le langage. Un sur la gestion des risques RSE, un sur les achats inclusifs, et puis bientôt avec Osmose d'ailleurs, ici présente. Et mon binôme, on a fait une super photo là, parce qu'on s'est coupé. Et un sur les démarches achats responsables. Voilà pour les baromètres. Voilà, ça reste toujours un élément incontournable. Un élément incontournable de l'Obsar. Donc il y a eu les baromètres, et puis il y a eu la grande aventure de l'ISO. Il y a eu la grande aventure de l'ISO. Donc je vais inviter Jacques à revenir. Ah, mais voilà, Maître Jacques, grand maître de l'ISO. Je vais te demander de nous expliquer la genèse de la norme, dans l'initiative de la Patrimoine international, puis surtout c'était le chairman international sur la norme, de nous dire un peu, voilà, ce que tu en as pensé, est-ce que ça t'a apporté. Merci Annie. Donc je vais parler de l'étincelle, comment tout a démarré. Oui. L'étincelle, on envisageait de créer l'Obsar. On était en mars 2010, Pierre, hein, et on s'est dit, mais on peut bien faire pour être utile. Donc il y avait effectivement l'idée de refaire un deuxième colloque, de faire un baromètre, le comptait de faire, je crois. Et puis on s'est dit peut-être qu'il faudrait qu'on intervienne dans le domaine normatif. Voilà. Donc j'ai proposé à mes camarades Pierre, Gérard, Guy, etc. d'aller rencontrer mon ami ici présent, Olivier Perra. Viens là, Olivier, c'est toi l'étincelle. Bravo. Qui est le patron de l'AFNOR depuis longtemps. Et je lui ai dit, écoute Olivier, vous avez bossé un peu il y a 3 ans, avant, en 2007, sur une norme. Je lui ai dit, est-ce que tu ne crois pas que cette norme n'est pas terrible parce qu'en gros, on a bossé avec 3 acheteurs, il n'y avait pas beaucoup de monde, et puis en plus, on était en 2010, on ne savait pas du tout ce qu'était la RSE, c'était pas du tout aligné avec la RSE, alors que l'ISO 26000, monsieur le chef de l'ISO 26000 est là, sortait en fin d'année, quoi, en novembre 2010. Donc j'ai dit à ce monsieur, là, ici présent, est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un problème, qu'il faudrait refaire cette norme, quoi. Voilà, en ayant un groupe beaucoup plus large, avec d'autres parties prenantes, des PME, les pouvoirs publics, des acheteurs de différentes catégories, et puis en faisant un travail d'alignement avec cette nouvelle belle norme internationale qui sortait. Et il m'a dit, Jacques, tu as tout à fait raison. Et on va créer une commission. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas présider la commission. J'avais rien demandé à personne, moi, mais je me suis retrouvé président de la commission de normalisation de la norme achat responsable. Donc il y a d'abord eu un travail français pour produire cette norme en un temps rapide, 2 ans. Un temps très rapide pour produire une norme. Elle est sortie en 2012 et les Français, on est passé en commission pour présenter ces travaux, on dit c'est un travail super, il faut absolument le porter à l'international. Ah bon? Et donc il y a eu un grand vote international, l'ISO, qui a eu un vote très beaucoup de pays et très nombreux, hein, c'est démocratique l'ISO. Ça a été voté, accepté à 90% à peu près. Et ils ont décidé de lancer des travaux de normalisation au niveau mondial
sur la norme achat responsable, donc de transposer cette norme au niveau mondial. Et du coup, les Français ont proposé que je préside les travaux. Là non plus, je n'avais rien demandé à personne. Je me suis retrouvé chairman du groupe ISO qui devait présider ces travaux. De 2013 à 2017, c'est là que j'ai embarqué ma copine Annie, etc., et d'autres personnes. Et c'est quelque chose, hein, pour prendre l'idée d'être dans une normalisation. Hein, là, je pense que le chef de l'ISO 26000 témoigne aussi. On se retrouve à présider des travaux avec 50-100 personnes qui viennent du monde entier, tout animé en anglais pendant une semaine, en construisant un consensus en une semaine. Je peux vous dire que c'est pas de la tarte. Bref, voilà comment a commencé la norme ISO 26000, ISO 21400 et 26000 d'ailleurs. Et puis comment ça s'est terminé. On a introduit ça au niveau mondial en 2018. Bravo, mon cher Jacques. Avant de passer la parole à Olivier, je voulais dire que l'Obsar quand même était très fortement contributeur de la norme. Oui. La délégation française, elle était pilotée par Guy Izimat-Mirin de Mazars, c'est un solide sens de l'humour. Vraiment, on s'est bien marré, hein. On a beaucoup bossé et on s'est bien marré. Même la nuit. Oui, même la nuit, voilà. Donc on a fait un certain nombre de pays, c'était sympa. Et ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ça, moi j'avais rejoint la norme parce qu'en 2013, indépendamment du fait que ce soit Jacques qui pilote aussi, en 2013 c'était le Rana Plaza. Donc l'effondrement, donc on est très marqué par ça. Et moi j'avais été directrice des achats chez Kiabi. On aurait très bien pu retrouver une étiquette Kiabi sous les décombres parce qu'on ne maîtrisait pas les sous-traitants. Et je me disais, il n'y a pas que la France qui doit faire un point de vigilance, il faut que ce soit au niveau international. Et j'ai trouvé ça très intéressant de garder la sensibilité des autres pays et de faire passer un certain nombre d'idées. Voilà. Donc on a beaucoup bossé, on a beaucoup rigolé, et on a abouti en bon travail. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots un peu, parce que toi tu représentais Total et toi-même, ce que ça t'a apporté? Bien, moi, ça m'a apporté de travailler à l'international, in situ, in vivo, hein, avec un chairman exceptionnel qui était Jacques, hein, et puis toutes les personnes, parce que ça a été quand même un sujet quand même assez complexe. Moi, venant travailler dans un grand groupe international, je souhaitais absolument qu'on sorte du cérébral, etc., pour pouvoir que cette norme puisse être très opérationnelle. Et on a beaucoup œuvré là-dessus. On a essayé de faire que ce soit un outil utilisable par les acheteurs, opérationnel. Et on a fait une très très belle avancée. Et je pense que c'est un beau socle pour le développement de la RSE, l'affirmation de la RSE dans les achats. Voilà. Eh bien, en tout cas, je suis très touché d'être là ce soir. Merci très heureux. Merci Pierre. Vraiment, vous me touchez beaucoup. Je suis jeune retraité de la grande compagnie Total Energy. Là, je vis d'autres cieux. Mais vraiment, ça a été vraiment un grand temps fort de ma vie professionnelle. Et il y a une très très belle amitié au niveau de la délégation française. Et vous en êtes, voilà. Parler des 15 ans de l'Obsar et sans parler des 2 ouvrages qu'on a coécrits. Vous savez que forcément écrire un livre, c'est pas tout à fait la même chose qu'écrire un guide suite à un GT, c'est un travail beaucoup plus important. Alors là, moi je voudrais remercier, puisque ça a été 2 projets que j'ai menés, pas toute seule bien évidemment, mais avec l'AFNOR. Donc merci Olivier, merci pour aux équipes, aux éditions AFNOR, parce que forcément on a été aidés par rapport à la structure qu'il faut donner à un ouvrage pour qu'il soit compréhensible par tous. Donc ça c'est le premier remerciement. Le deuxième, c'est que les livres n'existent pas s'il n'y a pas de GT, parce que le contenu il est créé par vous. Que ce soit le premier livre qu'on a écrit, le bleu turquoise sur les achats responsables, c'est le travail de la norme qui a été le socle, plus les bonnes pratiques qu'on a pu identifier dans vos retours d'expérience qui ont fait ce premier ouvrage, qui nous a ensuite donné envie d'écrire le deuxième, parce qu'en fait c'est à la fois un travail très difficile et en même temps
très enrichissant et c'est génial de travailler vraiment en commun. Surtout qu'on a vraiment beaucoup bossé hein, sur le premier bouquin. Il y avait là Fanny, Patrick qui est derrière, Jacques, Stéphanie, Nelly elle n'est pas là, Anne Rayon elle est là-bas derrière. Coucou. Anne, je t'ai vu chez Bruno évidemment, Jean Rat, vous les verrez là sur le petit film qu'on a fait pour les 15 ans. Ça c'était une première expérience absolument géniale, on a sué, mais ça nous a vraiment passionnés et ensuite ça nous a donné envie d'écrire le deuxième sur le devoir de vigilance. Donc là, on a travaillé un petit peu différemment, mais le support c'était vraiment le groupe de travail avec 4 sous-groupes de travail. Là aussi, je peux vous assurer qu'on a passé des heures et des heures sur ce groupe de travail éponyme sur le devoir de vigilance. Donc là aussi, il y a encore Fanny, Bruno, Nicolas ne peut pas être là, et Nicolas Dussert, nettoyadiste qui a beaucoup travaillé avec nous. Et puis tous les beaux témoignages en fait, parce que ce travail-là, on l'a effectué en 2020-2021. Et pour le mettre à jour, quand il est sorti en 2023-2024, en fait, eh bien, ce sont vos témoignages qui ont été très importants. Et là, je dois dire qu'il y a à peu près 50 témoignages d'entreprises adhérentes dans le bouquin. Donc, merci beaucoup parce que c'est aussi grâce à vous qu'on a reçu le superbe prix. Donc, je suis très très fière. Donc, nous sommes très très fiers. Ah, il ne le laisse pas, Pierre. Donc, à moitié, voilà. On est complémentaires, mais le prix achat et conformité des pubs des achats. Donc c'est vraiment un remerciement pour vous tous parce que c'est grâce à vous que cet ouvrage des éditions AFNOR a reçu ce prix et c'est une vraie reconnaissance pour ce qu'il y a à l'intérieur du livre, c'est-à-dire vous, vos expériences, ce que nous on fait au niveau des GT. Et puis voilà, et puis notre travail collaboratif, celui qu'on fait au quotidien. Donc voilà, moi mon message, voilà, merci à tous, vraiment. Et merci encore aux éditions AFNOR qui nous supportent à tous les sens du terme, dans le soutien depuis 15 ans. Voilà. Merci, bravo. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais être assez brève, mais c'est vrai que je me C'est souviens... quand tu étais député que tu as fait commencer les discours comme ça? C'est le protocole. C'est ça. Et quelque part, c'est un petit peu grâce à l'Obsar aussi ce chemin, mais on ne va pas rentrer dans ce témoignage, mais ceux qui sont intéressés pourront venir me voir. Je me souviens donc il y a 15 ans, au coin d'une table de brasserie avenue de la Grande Armée, avec Alain, je lui disais, mais il faut qu'on crée quelque chose pour accompagner les entreprises, donner une impulsion forte aux achats responsables. Et Alain, très rassurant, très paternaliste, ne t'inquiète pas, on y travaille, on est en train de construire quelque chose, ça va être un observatoire. Je me suis dit, tu es sûr du terme? Oui, un observatoire. Et depuis l'Obsar est né, il n'a cessé de grandir. Et ce que j'ai vu, ce sont des réponses concrètes apportées aux adhérents, des groupes de travail qui évoluent avec le temps, avec la norme, avec le monde qui bouge aussi, la géopolitique, etc., qui font avancer les pratiques, des publications de qualité. Nathalie nous en a parlé. Et j'ai été heureuse de contribuer à cette aventure parce que l'Obsar, au fond, c'est un collectif exigeant, généreux, d'hommes et de femmes. Et surtout, même pour les plus petites organisations, il ne faut pas avoir peur de rejoindre l'Obsar parce que chacun y a sa place. Et maintenant, je vais avoir le plaisir de laisser la parole à Olivier Perrat, qui est directeur général de l'AFNOR, tout le monde le connaît. Il a été nommé en 2021 vice-président élect du comité européen de normalisation également. Et il incarne une vision, pour moi en tout cas, stratégique de la normalisation au service des transitions. Donc merci aussi pour ce que tu fais dans le cadre de tes fonctions. Dominique Potier, le député qui était à l'origine de la loi sur le devoir de vigilance, qui aurait dû être parmi nous ce soir et qui a un empêchement, donc qui s'excuse, mais qui a préfacé le deuxième ouvrage. Et puis également, nous entendrons François-Michel Lambert, qui est le président de Soroa aujourd'hui, ancien député, pionnier d'économie circulaire, qui nous rappellera aussi peut-être que les achats peuvent être un levier stratégique pour conjuguer performance, impact positif. Et en gros, ils nous apporteront leur témoignage, pourquoi avoir collaboré avec l'Obsar, pourquoi nous avoir rejoints et pourquoi continuer à nous soutenir. Si tu veux bien nous rejoindre, je donne la parole à Olivier, puis je te la donnerai après à François-Michel. Merci Stéphanie.
intense émotion. Merci Pierre pour l'invitation. Très heureux d'être avec vous tous. Effectivement, je connais Jacques sur une dimension horizontale. Je joue sur 4 cases. On a fait quelques parties d'échecs. On est tous les deux assez ardents sur ce sujet-là. Donc on se connaît depuis longtemps. Effectivement, il a cité sa partie sur le côté, enfin sur la partie étincelle. Il se trouve que juste avant, j'avais été en contact dans le cadre d'une conférence que je donnais dans un très grand groupe que je ne citerai pas par charité. Et je connais bien le directeur des achats et qui me dit, écoute Olivier, voilà, j'ai un problème, tu pourrais venir m'aider à motiver mes acheteurs. Parce qu'on leur demande d'exiger les meilleurs prix de la part des fournisseurs, de ce grand groupe, mais en même temps, ce faisant, ils sont en train peut-être d'éloigner leurs propres enfants de l'emploi. Donc c'est un moment difficile quand même. Bon, on a essayé de trouver quand même des moyens. Et donc lorsque Jacques m'a parlé de cette initiative, j'ai dit, écoute, je pense qu'on a eu l'ISO 26000 qui était quand même un monument tout à fait important. Je rappelle que l'ISO 26000, c'est après le drame d'une Carbine. Et à ce moment-là, la question s'est posée de dire, mais vous avez des devoirs, vous êtes redevable. Une entreprise qui s'installe dans un pays est redevable par rapport à ce qui se passe. Finalement, en 2013, c'était un remake avec Rana Plaza. Et on ne peut pas ignorer une entreprise, un groupe comme Total ou autre, on ne peut pas ignorer ce que font ses fournisseurs. Et donc la notion de chaîne de traçabilité, la notion de sphère d'influence, du type ah, non mais mon bateau, c'est pas mon bateau, hein, c'est le bateau qui trempe. Non, c'est pas possible. Il y a quelque part une obligation de redevabilité. Et donc ce qu'on souhaite côté AFNOR, c'est de fournir des outils au niveau des acteurs qui les aident à dialoguer avec leurs propres fournisseurs, leurs propres clients, les assureurs et autres. Et c'est donc, on avait déjà l'ISO 26000, et la notion, alors cette ISO 26000 a été déclinée par exemple dans le domaine de l'agroalimentaire. De manière à dire, on est dans l'agroalimentaire, il y a des spécificités. Donc on les a prises en compte et c'est devenu une norme internationale. Et on l'a fait avec des partenaires, bien sûr, français. Et une fois, alors, un point très important, et ça c'est aussi une valeur ajoutée de l'OPSA, tant pis pour votre modestie. Les Français sont des champions du monde sur le plan de l'intellect. Vraiment. Non mais on est tous des champions, sauf moi, mais on est tous des champions du monde sur le plan de l'intellect. Le problème, le maillon faible, les pieds d'argile, c'est en substance que nous n'avons pas forcément le côté pied sur terre, le côté terrain. Lorsque l'on vient avec une théorie qui est forcément idéale, et avec en plus des éléments de pratique démontrant que c'est valable, on les écrase tous. Vraiment. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui nous a intéressés au niveau de l'OPSAR, c'est d'avoir des retours très concrets sur le vécu, sur les problèmes qui ont été rencontrés. Demain, l'ISO va être amené à mettre en place un comité technique sur tout ce qui est ESG, RSE. Ça va être enfin l'occasion, nous l'espérons, de mettre à jour l'ISO 26000. Et j'espère que ce sera également aussi l'occasion de mettre à jour l'ISO 20400. On a des sujets comme l'économie circulaire que les acheteurs ne peuvent pas ignorer. La notion de décarbonation de chaîne de valeur, aucun acheteur ne peut ignorer. Et donc il faut essayer de fournir des bonnes idées, des bonnes pratiques. Et c'est là où nous, on trouve très intéressant le partenariat avec l'OPSAR, qui a toujours été très promoteur, très prescripteur de la 20400. On en est très reconnaissant. Et on espère simultanément que ça a été l'occasion, justement, ces efforts de normalisation, de trouver des alliances, des amitiés aussi, parce que à l'international, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment se frotter les chevilles très fortement pendant toute une semaine, tout en étant très amis le soir, tout en étant prêt à reprendre la bataille le lendemain matin, comme si de rien n'était. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez unique. Au plan de la normalisation, c'est cette communauté de bonne volonté pour faire progresser collectivement. Et comme le disait Stéphanie, il n'y a pas de question de taille. On est petit, on est grand. Eh bien, c'est pareil. Tout le monde est le bienvenu et tout le monde a voix au chapitre. C'est pour ça qu'on est vraiment très heureux d'avoir eu ce partenariat. Et donc, j'annonce qu'il y a du vent dans les voiles avec la création de CTC ISO. Et donc, je ferai comme certains, engagez-vous par rapport aux travaux qui ne manqueront pas d'être conduits. Merci, bien sûr. Merci, difficile de passer après une telle présentation. Merci. C'est aussi c'est mon niveau pour être intellectuel, au moins au vôtre. Merci, Président. J'étais le député de ta maternelle. Oui, tu t'en souviens? C'est vrai. Puisque j'étais député de la circonscription dans laquelle se situe la maternelle et un peu plus. J'ai grandi. C'était difficile. Député en 2012, j'ai eu la chance d'accueillir Stéphanie, que j'avais rencontrée notamment, je crois que c'était autour d'une soirée OPSAR, Oui, déjà. avant, et venir renforcer notamment les travaux que nous avons menés. J'ai initié
toutes les dynamiques d'économie circulaire politique et création d'Institut national de l'économie circulaire, mais une ambassadrice par la rapporteure de la loi AGEC comme Stéphanie a permis de débloquer pas mal de situations. Donc dans les achats, il y a aussi la question de négociation, et peut-être qu'on n'en a pas trop parlé ce soir, donc à travers l'image de Stéphanie, à travers tout ce que vous êtes, la question de la négociation, cette capacité à faire avancer et gagner des points, et pas des points économiques comme vous l'avez dit, mais des points de performance globale qui s'inscrivent aujourd'hui dans des normes et dans des règles notamment européennes, est primordial. Et donc je souhaitais, à la demande de Pierre, à la demande de Stéphanie, être ici présent. Pourquoi? Parce que pour ma part, depuis l'INEC, j'ai cofondé la Société savante des chercheurs en économie circulaire. Société savante est un titre comment dire, qui n'est pas pour briller, mais qui crée des obligations. Donc nous sommes 200-300 membres, chacune d'entre vous, que ce soit une structure, que ce soit des sociétés, peuvent rejoindre des collectivités et évidemment des chercheurs pour faire de l'interdisciplinarité. Et je tiens à ce terme interdisciplinarité. Je n'arrive pas du tout de l'achat, j'arrive plutôt de l'opérationnel, je suis plutôt autour de la logistique et de la supply chain. Ce n'est pas loin de l'achat. J'ai vu que sur qu'il y avait écrit achat et supply chain. Donc, ce sont des points qui vont ensemble. Aujourd'hui, nous réfléchissons à la supply chain circulaire à travers cette société savante des FREC, l'association interdisciplinaire française pour la recherche en économie circulaire, c'est beau. Je présente avec des chercheurs du FRECLog les avancées sur la supply chain circulaire. C'est très bien tout ça. Nous avons des concepts qui sont les plus avancés. Et vous avez bien raison, monsieur le directeur, de le rappeler. Dans le monde occidental sur ces concepts de supply chain circulaire, mais ça ne peut pas exister si nous ne sommes pas capables de le connecter à un point, à des acteurs qui font rentrer le réel. Vous avez parlé de réel. Le supply chain manager, c'est le chef d'orchestre, c'est celui qui va voir à peu près 90% de la chaîne de valeur. Mais ce n'est pas lui qui va faire rentrer dans cette chaîne de valeur les valeurs que l'on souhaite faire rentrer. Et c'est bien au niveau des achats, au niveau aussi des ressources humaines, au niveau des relations avec les parties prenantes, mais au niveau des achats, c'est le point le plus fragile parce que c'est le point le plus éloigné du territoire, et vous l'avez dit, dont est responsable l'entreprise. Vous avez rappelé par exemple un bateau, on pourrait rappeler d'autres choses. Ah oui, mais il est à 10 000 km, c'est pas moi qui l'ai arrêté, je fais que payer un prix. C'est le point fragile et le point fort. Et c'est pour cela que vous avez dit ce soir, la coopération est primordiale. Et je tenais absolument, malgré mon retard, j'arrive de Nancy, être présent pour saluer les 15 ans et pour vous dire que nous devons continuer à avancer ensemble, les acheteurs, les supply chain managers. Merci. Merci François-Michel, Stéphanie, Olivier, merci beaucoup. Alors, Là, il ne fonctionne pas. Alors, mon deuxième prénom, c'est synthèse et la grande valeur, c'est efficacité. Donc, normalement, je devrais être rapide pour terminer. Le buffet est prêt. Je pense que vous avez toutes et tous chaud et faim. Donc, ma tâche ce soir est de vous parler de l'avenir de l'Obsar. Je vais en tirer trois grands axes, trois grands traits. Le premier, c'est de continuer à observer. L'idée, c'est de continuer notre baromètre, continuer à observer parce que, en fait, sans boussole, sans savoir ce qui se passe, c'est difficile de savoir où on va. Le logo de l'Obsar, c'est une petite boussole, comme vous pouvez le voir. Et donc, c'est vraiment important qu'on puisse garder ces informations, cette mesure, cette connaissance des tendances en matière d'achat responsable. C'est comme ça qu'on peut savoir où on va et qu'on peut aussi développer tout ce qui servira à nos membres par la suite. On va continuer à observer avec notre baromètre, comme le disait Annie, qu'on va faire maintenant que tous les 18 mois, et avec ces focus, ces baromètres plus courts, mais qui nous permettent de creuser en détail un sujet ou un autre. Le deuxième axe, c'est d'accompagner les membres, de mettre du lien. On en parlait tout à l'heure avec Achour. Le Covid nous a un peu fait du mal, parce qu'avant on se retrouvait souvent, avant on se parlait souvent, et après on est beaucoup passé en visio. Et on se retrouve tout seul chez soi ou dans son bureau.
Et je pense que c'est important, et on l'a vu lors des nouveaux groupes de travail qu'on mène de plus en plus en présentiel, de repartager des bonnes pratiques, de refaire ensemble, de refaire lien. C'est aussi pour ça que cette soirée est là. Et donc notre but c'est de continuer l'accompagnement de nos membres via la demi-journée que vous avez toutes et tous le droit d'avoir en tant qu'adhérentes et adhérents. N'hésitez pas à la solliciter, via l'ensemble de nos groupes de travail et puis via des événements de réseau et de fonctionnement ensemble comme ça. C'est comme ça qu'on aura des groupes de travail concrets et qui mobiliseront. Et puis le troisième axe, c'est peut-être porter encore plus haut, encore plus fort la parole des achats responsables. Recommencer ce travail qui a eu lieu avec l'ISO, on en a parlé, mais en tout cas de pouvoir faire peut-être plus de plaidoyer, peut-être plus prendre la parole sur ce que sont les achats responsables et ce que devraient être les achats responsables, et aussi mieux communiquer sur ce qu'on fait. C'est peut-être là où on pêche un petit peu, c'est qu'en fait on fait beaucoup de choses et peut-être qu'on ne le fait pas savoir assez. Merci Fanny, bravo. Elle a été synthétique, efficace, dynamique. Fanny. Alors bonjour, je vais vous Bonjour. Comment vous appelez? Vincent Leroux Lefebvre, AFLOR, expert achat responsable, et membre de AFLOR depuis bien avant d'être à l'AFLOR, presque 15 ans depuis le début. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement? Alors, 15 ans, si on se repose 15 ans en arrière, je ne sais pas si on est passé à l'aise il y a 15 ans, Oui. ça, mais je me dis que vu le chemin qui a été fait, il reste encore pas mal de chemin à faire, et je dirais pour 15 prochaines années, toujours aussi responsable et toujours en observatoire. Très beau ce que vous dites. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Nelly Molius et je suis là parce que j'ai vu la lumière et le buffet est parfait, l'événement est parfait, la chanson est parfaite, les gens sont parfaits et j'aime bien en fait ce qu'il fait, surtout sur la partie achat responsable. Ok, bah super, merci.